Je tiens à m'excuser car la semaine dernière, je n'avais pas sorti de vidéo actualité. J'avais trop de travail, trop de films à rattraper pour les vidéos bilan, mais on reprend un rythme normal, sauf si je prends quelques semaines de vacances par-ci par-là, mais je vise 48-49 vidéos actualité par semaine. Et ne vous inquiétez pas, même si je saute une semaine, la semaine d'après, vous allez avoir toutes les actus. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Juste pour information, cette semaine dans Ragebait, jeudi en direct, il n'y aura pas d'invité, ce sera juste moi et Paf, on va parler des meilleurs films, des pires films, des meilleures séries, donc soyez là ce jeudi 18h comme d'habitude. Twitch, YouTube, on sera présent, on reprend un rythme d'une fois par semaine. Pour commencer, faisons un petit point box-office avec Five Nights at Freddy's 2, qui a eu le droit à un box-office de 225 millions dans le monde entier, c'est un énorme succès, hein. Pour rappel, c'est 30 millions de budget. Il est sorti en VOD aux States 18 jours après la sortie en salle. Ce qui est intéressant parce que, rappelez-vous, le premier FNAF, il était sorti en même temps, je crois que c'était Peacock, et au cinéma, il avait quand même fait plus de 300 millions. Là, la suite fait moins, mais ça reste un énorme succès. Mine de rien, l'un des plus gros de l'année, et en VOD, je pense qu'il s'est fait encore plus d'argent. Il n'est pas encore sorti en streaming, mais voilà, la vente à la maison de 30 $, 35 aux States, ça va rapporter plein d'argent. Donc oui, ça cartonne. Faut savoir que Marty Supreme aussi cartonne, c'est le meilleur démarrage de l'histoire du studio A24 avec 70 millions de budget et 28 millions en premier week-end. C'est de loin leur meilleur week-end et c'est pour l'instant à 40 millions. Est-ce que ça sera rentable? Il faudrait qu'il fasse 150, 200 millions pour vraiment être rentable, mais la vérité est que Timothée Chalamet ramène du monde en salle. Il a d'ailleurs refusé dans le film d'avoir un doubleur pour une fessée. Moi j'ai pas vu le film, on verra ça en février quand le film sortira chez nous, mais oui, c'est un carton pour la boîte. Est-ce que c'est un carton par rapport au budget? Non, pas forcément de manière générale, mais s'il y a des bonnes récompenses aux Oscars, si le film reste beaucoup en salle, il y a moyen qu'il fasse 150 millions, et ça serait pas mal. On verra la sortie internationale aussi, parce qu'il est sorti qu'aux States, grosso modo, et il va sortir progressivement dans plein de pays du monde. Mais pour l'instant, oui, la boîte est contente. En termes de finances pures, c'est ok, sans être exceptionnel à voir la portée et à quel point il va se tenir dans la durée. De l'autre côté, c'est Wicked for Good, le deuxième Wicked qui était fatalement assez décevant. Il faut savoir que c'est un budget de 160 millions, le même budget que le premier film, et en même temps, ça n'a rapporté que 500 millions, loin des presque 800 millions du premier, ce qui est étonnant. En fait, c'est étonnant à la fois parce que c'est une franchise qui est connue, et je m'attendais vraiment à ce que la partie 2 fasse bien mieux, parce que c'est toujours comme ça, une partie 2 cartonne, mais là, les retours étaient un peu négatifs, les gens étaient moins fans. Je sais que les gens qui aiment la comédie musicale, en général, ils aiment pas trop la deuxième partie de la comédie musicale, donc je peux comprendre qu'il y ait des gens soient déçus, je peux comprendre que des gens ne soient pas allés en salle, mais fatalement, ça a beaucoup moins bien marché que le premier. Ça reste rentable, 500 millions pour 160 millions de budget, ça reste bien. Il est sorti en VOD aussi pour le Nouvel An, donc oui, ça a fait de l'argent, c'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à ce que Wicked fasse plus d'argent, mais ce n'était pas le cas. Ça reste ok. La femme de ménage, pour le coup, ça marche, mais pas non plus extrêmement bien. Alors, le bouche à oreille est très bon. Aux États-Unis, c'est quasiment pas de baisse d'un week-end à l'autre, donc c'est vraiment exceptionnel. Et en plus, il n'y a plus trop la concurrence entre guillemets Avatar, parce que les gens sont allés voir Avatar ensuite la femme de ménage. Mais oui, c'est à 80 millions de box-office pour l'instant, pour un budget de 35 millions. Oui, c'est rentable, on va dire, hein, sauf s'il y a beaucoup de marketing, mais ça va arriver à 125, 150, donc oui, le film sera rentable. C'est pas un énorme succès, c'est pas un raz-de-marée, mais le film fonctionne, donc je pense que pas mal de gens sont contents derrière parce que le projet est cool et c'est bien du point de vue de Sydney Sweeney d'avoir un projet qui fonctionne parce que ces 4 derniers films où elle avait le rôle principal étaient des énormes fours, personne ne les a vus, des gros échecs, donc là, elle a un petit succès, pas un énorme succès, mais un petit succès qui doit lui faire plaisir aussi. Ensuite, nous avons une statistique intéressante, c'est les bandes annonces les plus regardées de l'année. C'est pas l'Odyssée, c'est pas Zootopie ou Avatar, c'est le Diable s'habille en Prada 2 qui a la bande annonce la plus regardée de l'année 2025. C'est assez étonnant, je m'attendais pas à ça, c'est un petit teaser, on avait parlé il y a quelques mois. Oui, voilà, ça a cartonné. Moana aussi en deuxième position, puis Lilo & Stitch, Les 4 Fantastiques, Toy Story 5, Avatar, Zootopie, l'Odyssée 8ème, mais pour rappel, l'Odyssée c'est 2 fois mieux que le score de bande-annonce de Oppenheimer qui était déjà le meilleur pour Nolan à l'époque. Michael, ça a cartonné aussi, mais que 9ème entre guillemets, et Wicked for Good 10ème. Bon, on verra ce que ça va donner. En termes de séries télé, nous avons Stranger Things qui a surdominé les statistiques, et Netflix d'ailleurs, il y a quasiment que du Netflix, mis à part à Contresens 3 qui est dans le top. Il y a plusieurs bandes annonces de Stranger Things, il y a une bande annonce de Squid Game, une bande annonce de Mercredi, il y a Gumball aussi qui s'est introduit dans la liste, il y a Squid Game encore une fois,
One Piece saison 2 et Taylor Swift le Eras Tour. Bref, c'est vraiment Netflix qui domine la télévision. Ça, il n'y a pas de doute en termes de minutes regardées, de stats, ce sont de loin les plus gros. En parlant de série télé, mais pas sur Netflix, c'est la série télé Memory of a Killer qui raconte l'histoire d'un tueur à gages qui a Alzheimer et qui doit donc faire son travail, vivre sa vie normalement. Ça sort le 25 janvier sur les chaînes de la Fox aux States. Chez nous, il n'y aura pas de date pour l'instant, mais ça peut être intéressant. C'est Patrick Dempsey. Ça peut être sympa, on verra ce que ça donne en termes de critique, mais la bande-annonce était assez rigolote. Je pense que ça pourrait le faire. Ensuite, les fans d'Avatar, le dernier maître de l'air, seront déçus, car la légende d'Aang, qui devait sortir en salle en tant que film d'animation par la Paramount, a été décalé en streaming. Et c'est assez étonnant, parce qu'on est en pleine discussion, vous savez, pour le rachat de la Warner, et la Paramount ont promis de sortir les films en salle, et d'un coup, un film d'animation d'une franchise qui est quand même assez culte, hein, la franchise Dernier maître de l'air, fatalement sortira en streaming directement sur Paramount+. C'est dommage parce que les films d'animation ils cartonnent, on l'a vu avec beaucoup d'animés, beaucoup de mangas, Zootopie, Neja 2, c'est les plus gros succès de l'année, Lilo & Stitch en live action, mais voilà, adapté d'un animé. Bon, c'est quand même assez particulier, ils ont rajouté du casting en plus, ils ont rajouté Taika Waititi, Ki Woo-kwan, Geraldine Viswanathan, Dee Bradley, bref, il y a plein de gens qui ont rejoint le casting, mais la légende de Aang sortira tout de même que à la télévision sur Paramount+, et non pas au cinéma, ce qui est un petit peu triste. Faut que je finisse Avatar, hein. J'ai que vu la première saison, faut que je rattrape un peu tout, parce que j'ai envie de découvrir cet univers, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu décevant, parce que je pense que c'est le genre d'univers qui mérite la salle de cinéma aussi. Sleeping Dogs, le jeu vidéo, vous savez, de bagarre, hein, était vraiment en train de subir une sorte de limbo de réalisation, de scénario, parce que ça fait des années et des années que ce projet est prévu. Mais c'est bon, le film va se faire. Ils ont trouvé l'acteur principal, c'est Simu Liu, que vous connaissez sûrement pour Shang-Chi. Et ils ont trouvé le réalisateur, Timo Tjahjanto, que j'adore, hein. Franchement c'est un super réal, il fait de super productions en termes de films d'action, le mec est très très fort, donc je pense que Sleeping Dogs avec ces deux là ça peut le faire. C'est Simu Liu qui écrit le scénario apparemment, ce qui est un petit peu inquiétant, à voir ce que ça va donner. En termes d'acteur je trouve qu'il est pas mal, à voir, hein. Mais en termes de réal je pense que ça peut être très bien, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans Sleeping Dogs. Encore une fois, un jeu Sleeping Dogs, je comprends parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui nous plongent dans cette ambiance-là. Par contre, un film Sleeping Dogs, des films d'arts martiaux, il y en a eu des milliards. Donc il y a un moment, est-ce que ça va être intéressant, pertinent? Je ne sais pas, mais on verra bien, bénéfice du doute. One Piece saison 1 est officiellement terminée, visiblement, après 26 ans et plus de 1000 épisodes. Il y a un différent format saisonnier qui va commencer à partir d'avril, si j'ai bien compris. Je suis pas spécialiste, vous le savez, hein, mais j'imagine qu'il y aura moins d'épisodes par saison, en tout cas par année. En théorie, dites-moi dans les commentaires si j'ai bien compris et qu'ils vont plus travailler ces épisodes-là. Ils vont arrêter le concept de fleuve. C'est un switch qui se fait beaucoup au Japon. J'ai l'impression la fin des animés fleuves. Dites-moi dans les commentaires, mais c'est intéressant. Et le remake One Piece, on n'a pas encore beaucoup d'informations dessus, mais c'est prévu toujours pour 2027 côté Netflix. J'espère juste que le remake sera pas genre une adaptation du live action, ça serait complètement con et débile, parce que moi j'ai pas vu One Piece, et si le remake sort, pour moi c'est parfait parce que je peux regarder le remake sans les fillers, sans les trucs inintéressants, donc ça m'intéresserait de fou à voir ce que ça va donner. Idris Elba est maintenant Sir Idris Elba, et oui c'est le roi Charles qui l'a rendu chevalier, la chevalerie, le Brotherhood, il a été knighted, on dit, je sais pas comment on dit en français, mais bon, il a rejoint donc cette communauté de personnes qui ont fait rayonner le Royaume-Uni à travers le monde. Après, il y a eu pas mal de polémiques parce que quand même le roi Charles, voilà, tout ce qu'il a fait, vous le savez, et Idris Elba qui s'est vraiment investi. Alors, il n'est pas dans cette catégorie-là, cette fratrie, cette chevalerie, pour son talent d'acteur uniquement, c'est juste qu'il s'est beaucoup investi chez les jeunes pour arrêter d'avoir des couteaux dans les banlieues où il y a beaucoup de jeunes précaires. Et il s'est beaucoup investi financièrement. Il a un activisme qui est par rapport à ça. Donc c'est surtout pour ça qu'il a eu justement cette chevalerie. On dit ça comme ça, ce knighthood. Je sais pas comment on dit en français. Mais en tout cas, voilà, Sir Idris Elba à partir de maintenant. Pour parler de quelque chose d'un peu plus triste, c'est Isiah Whitlock qui nous a quittés. Vous le connaissez sûrement pour The Wire. L'acteur est décédé à 71 ans. Il était évidemment iconique avec ses punchlines, surtout dans The Wire. Mais il nous a quittés, donc une pensée à lui, à sa famille et à ses amis, comme d'habitude. De l'autre côté, c'est Brigitte Bardot qui nous a quittés. Alors là, j'en ai pris plein la gueule sur les réseaux parce que j'ai donné mon avis rapidement. En gros, moi je l'ai dit, en termes de cinéma français, c'est une icône, c'était une gigantesque star. Il n'y avait pas de femme comme elle à son époque dans le cinéma international. Hein. C'était une vraie icône, hein, c'est le terme. Et il n'y aura peut-être jamais quelqu'un comme elle à l'avenir. À l'époque où elle vivait, c'était vraiment un truc de fou.
Elle a fait quelques bons films, Le Mépris, La Vérité de Clouseau était vraiment bien aussi apparemment, je l'ai pas vu celui-ci, mais il faut que je le voie. Et voilà, elle a joué dans plein de mal de films qui sont vraiment bons, c'est une actrice modèle que tout le monde adore, une vraie icône, je pense que c'est le terme le plus approprié. Elle a fait beaucoup de choses pour les animaux, beaucoup de choses pour plein de personnes différentes, bref. Cependant, encore une fois, putain de raciste. Donc voilà, moi je suis désolé, hein, je veux bien mettre en avant ce qu'elle a fait pour le cinéma, pour certains animaux et encore... En tant que vegan, j'ai du mal. Quand on me dit « Ah, moi je fais pour les animaux, mais tu les manges », moi personnellement j'ai un peu du mal, mais chacun son avis sur ça. Mais en même temps, quand t'es condamné 6 fois pour racisme, c'est compliqué. Désolé, hein, mais je peux pas soutenir, je peux pas respecter quelqu'un, peu importe la carrière, peu importe la gloire derrière. Si t'es raciste, et là c'est pas, vous savez, des trucs de vieilles connes sur les réseaux. Là, il a été condamné plusieurs fois par la justice, dont en 2022. De 97 à 2022. Encore, ces liens avec le RN qui étaient vraiment beaucoup mis en avant par rapport à Le Pen, par rapport à qui elle avait en tant que mari qui travaillait au Front National, et c'est quand même voilà, quelque chose qui me dérange moi personnellement, mais limite ça, j'aurais pu, entre guillemets, l'accepter un petit peu, grosse guillemets à ça, dans le sens où elle n'était pas non plus en train de faire la propagande du RN constamment. Mais cependant, ce qu'elle disait sur les gens, le racisme qu'elle disait, l'homophobie, tout ça, ça c'est dur à accepter. Surtout quand t'es condamné, quand t'as vraiment été une vieille conne constamment raciste par rapport à plein de gens. Donc oui, impact sur le cinéma, mais aussi des mots qui ont fait du mal à beaucoup de personnes, qui ont blessé. Donc moi, je ne peux pas la respecter. À titre personnel, je la méprise d'ailleurs, parce qu'on n'a aucune pitié avec les racistes. Et les hommages, les honneurs, je peux comprendre, les gens, honnêtement, je peux comprendre, mais moi, ça me dérange. Ça me dérange quand je vois des hommages, quand je vois tout le monde qui s'extasie devant sa carrière, devant ce qu'elle était, en sachant qu'elle a passé les 30 dernières années de sa vie à être méga raciste. Moi, ça me dérange, ça me déçoit, parce que j'ai découvert ça aussi ces dernières années, hein, concernant Brigitte Bardot. Hein. Donc moi, personnellement, j'ai un peu du mal avec les hommages. On peut parler de sa carrière, de ses films, je peux comprendre, mais il faut aussi rappeler constamment que c'était une énorme raciste, et ça, ce n'est jamais pardonnable, surtout qu'elle est morte raciste. Hein. C'est pas comme si elle a été raciste pendant 10 ans et ensuite elle a passé 10 ans à se racheter, à s'excuser, à évoluer. Non, elle est morte raciste, littéralement. Donc il y a un moment, qu'est-ce que vous voulez faire quoi? 30 ans de racisme, désolé, mais moi je ne respecte pas, peu importe la carrière derrière. Shrinking saison 3 a montré sa première bande-annonce, hein, ça sort le 28 janvier sur Apple, c'est le retour de Michael J. Fox en termes d'acting, ça fait 5 ans qu'il n'a pas joué, la bande-annonce elle donne envie, elle a l'air sympathique, mignonne, comme d'habitude, feel good, j'ai hâte de voir ça, Shrinking c'est toujours une série que j'apprécie. Fallout Shelter, vous connaissez évidemment l'univers de Fallout, vous connaissez peut-être le jeu vidéo Fallout Shelter hein, sur téléphone, mais ils vont faire chez Amazon une télé-réalité Fallout Shelter où les habitants des abris, je crois en français des vaults, vont devoir organiser ces fameux abris. C'est littéralement le concept de Fallout, mais avec, j'imagine, beaucoup de choses moins graves parce que dans les vaults de Fallout, dans l'univers des jeux vidéo, ce qui se passe à l'intérieur des abris est dramatique et tragique. C'est des expériences sociales, parfois scientifiques, c'est horrible. Donc là, je vois un peu d'ironie dans ça. Mais bon, pourquoi pas, une télé-réalité, ça peut être sympa, à voir ce que ça va donner. Il y a aussi la bande-annonce de Madden. Alors peut-être vous reconnaissez à droite Nicolas Cage, qui joue donc Madden, que vous connaissez. Et vous connaissez aussi peut-être à droite l'acteur, c'est Christian Bale, qui interprète ici. C'est le nouveau film de David O. Russell. Encore une fois, David O. Russell, c'est énormément d'accusations d'agression sexuelle. Vous faites ce que vous voulez de cette information, mais c'est le cas. Et Madden, on a vu qu'un teaser de 30 secondes, et Christian Bale a l'air génial, et Nicolas Cage aussi. À voir ce que ça va donner, je pense que ça peut être intéressant. Moi, je suis pas spécialement fan de David O. Russell, en fait, ça dépend des films. Il y a des films que j'aime vraiment bien de lui, d'autres qui m'ont laissé complètement indifférent. J'étais moins violent avec Amsterdam que beaucoup de personnes, mais c'est pas un cinéaste qui m'inspire non plus. Mais en termes de certains de ses films, j'ai bien aimé, et Christian Bale, David O. Russell, en général, le mélange est plutôt efficace, donc je suis curieux de voir ça. Et Madden, là, la gueule qu'il a, Nicolas Cage ici, est quand même assez délirante. En termes de succès, c'est la saga Assassin's Creed, hein, qui est l'une des sagas les plus iconiques de l'histoire du jeu vidéo. Eh bien, elle a trouvé un réalisateur. Le tournage va bientôt commencer. C'est Johan Renck qui va réaliser des épisodes de la série. Johan Renck, c'est quand même Tchernobyl, Breaking Bad, The Walking Dead et plein d'autres séries de qualité. C'est un très bon choix. Il y a plein de gens qui vont bosser sur cette série. On n'a pas encore le casting pour le coup, mais je pense que Netflix, ils veulent se donner à fond. Ils veulent en faire une grande série iconique, forte, fer de lance. Apparemment, grosse rumeur, c'est l'Empire romain qui sera le contexte historique de cette série. À voir ce que ça va donner. Mais je suis très curieux de voir ça. Et ils se sont entourés pour l'instant de gens compétents. Donc on en parlera, j'imagine, en 2027, évidemment, quand la série sortira. Mais le tournage va bientôt commencer. Et je pense qu'on en parlera. Il y aura plein d'actu sur ça aussi. Et si tout se passe bien, une bande-annonce avant la fin de l'année. K-Pop Demon Hunters est de loin le succès Netflix le plus grand de l'histoire en termes de films. 500 millions de vues.
Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas vraiment, mais c'est Netflix qui l'a communiqué. C'est de loin le plus grand succès, ça a dépassé Red Notice et tous les autres films de la liste. C'est le phénomène mondial de Netflix, de leur histoire. C'est un énorme, énorme carton. Ça m'étonne pas et je pense que c'est plus ou moins mérité. Je veux dire, je préfère que ce soit K-Pop Demon Hunters qu'un Red Notice qui soit en top 1. Nous avons eu la bande-annonce aussi de Peaky Blinders, l'Immortel, qui sortira le 20 mars chez nous en France sur Netflix. Ça a l'air pas mal du tout. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que c'est un petit teaser, mais en termes de visuel, en termes d'acting, en termes de tout ce qu'on a vu généralement sur cette bande-annonce et dans la saga Peaky Blinders, ça a l'air pas mal, ça a l'air divertissant, donc j'ai hâte de voir la conclusion à l'arc Thomas Shelby de Peaky Blinders. Il y a eu la bande-annonce aussi de Apex avec Charlize Theron et Taron Egerton. C'est une chasse à l'homme d'une aventurière, voilà, une femme en recherche de sensations fortes qui sera traquée par donc Taron Egerton et c'est Charlize Theron qui essaiera de s'en sortir quoi qu'il arrive. La bande-annonce a l'air pas mal, ça sort en avril. Honnêtement, ça me donne un petit peu envie, ça sortira sur Netflix aussi, j'espère que ça sera bien. Vous savez, hein, mais Stranger Things cartonne évidemment, même si le final déçoit beaucoup de personnes. Ils ont annoncé que le spin-off d'animation va sortir cette année normalement. Ils ont annoncé aussi que ça a fait plus de 25 millions au box-office aux États-Unis. Alors, tout l'argent ne va pas à Netflix. Hein. Littéralement, l'argent va que au cinéma parce que Netflix aux États-Unis ne respecte pas une certaine loi. Donc, tout l'argent des séances Stranger Things en fin d'année là qu'il y a eu qu'aux States va directement dans la poche des cinémas et ça a quand même rapporté 25 millions. C'est pas mal du tout. Tout ça dans 620 salles, ce qui est pas énorme. Donc c'est un très bon ratio. Oui, ça cartonne. Oui, ils ont fait de l'argent. Oui, un spin-off est prévu en live action dans quelques années qui sera complètement différent d'ailleurs et en animation normalement cette année. Concernant Disney, il y a eu la bande-annonce d'Avengers Doomsday côté Thor. Oui, ça a l'air bien. Encore une fois, hein, moi quand tu montes du Thor, quand tu montes des personnages qui ont l'air d'appartenir à cet univers convenablement, ok. Lorsque c'est Robert Downey Jr., Chris Evans et tout, ça n'intéresse personne, désolé, hein, mais je pense que ça sera un énorme four en termes de qualité, en termes de succès, je pense qu'il va bien marcher pour le coup, mais je pense vraiment qu'il va se casser la gueule, que ça sera un projet catastrophique de A à Z. J'espère avoir tort, hein. J'espère que le film sera bien. Encore une fois, je suis un hater peut-être de Doomsday alors qu'il n'est pas sorti, mais j'espère vraiment que le projet sera bien, mais je n'y crois pas une seule seconde. Je veux dire, le scénario, il n'était pas fini lors du tournage, ils avaient des reshoots à faire, enfin ils en ont encore, hein. En avril, c'est pas du tout complet comme film, c'est pas du tout terminé, ça sera un bordel monstre, mais vu que la nostalgie sera là, vu que c'est un aveu d'échec et qu'ils font revenir plein de gens qu'on aime, eh bien il y a des gens qui vont aimer, j'espère que ça sera mon cas aussi, hein, mais pour les bonnes raisons, vous savez, les raisons de qualité d'écriture, de mise en scène, ce genre de choses. On a eu l'abondance aussi de Beauty de Ryan Murphy, c'est grosso modo de Substance en moins bien. C'est en tout cas la gueule que ça a pour l'instant. On dirait une parodie de Substance d'ailleurs, c'est très très particulier parce que c'est la même musique techno, c'est la même ambiance, c'est très très bizarre. Donc c'est quoi ce bordel? Je n'en sais rien. On verra parce que ça sort le 21 janvier sur Disney. Mais la bande-annonce m'a personnellement pas du tout donné envie. Par contre, Malcolm, rien n'a changé, a montré sa première bande-annonce. Ça sort le 10 avril, c'est le revival de Malcolm. J'ai pas vu Malcolm de A à Z, donc je pense que je vais tout regarder de A à Z, en faire une critique et me préparer à la sortie de cette œuvre. Donc j'ai pas regardé la bande-annonce au cas où pour pas me faire spoil. Sinon il y a eu la bande-annonce aussi de Wonder Man, vous savez la série Disney de super-héros Marvel qui a été décalée. Elle sort enfin le 27 janvier ou le 28 chez nous. Peut-être, parce que vous savez, ils sortent en fonction des horaires, c'est une date différente, aux States et chez nous, mais tout va sortir d'un coup. Pas besoin d'attendre semaine par semaine, tout sortira d'un coup. Je pense que je testerai parce que j'aime bien les acteurs, la bande-annonce m'a un petit peu donné envie, donc j'ai envie d'y croire aussi. The Dog Stars de Ridley Scott sortira bel et bien en août 2026, ça a été décalé parce que ça devait sortir en mai. Normalement, ça a été décalé à un 26. On aura, j'imagine, bientôt une bande-annonce. C'est avec Jacob Elordi et c'est un thriller un post-apocalyptique qui suit un pilote qui vit avec son chien et une ex-marine après qu'une pandémie ait décimé l'Amérique. C'est adapté d'un bouquin. Ça a l'air pas mal du tout. Bah, après, Ridley Scott, moi, j'aime ce qu'il fait. Jacob Elordi aussi, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. X-Files par Ryan Coogler est toujours prévu, évidemment, et ça sera un mélange de Monster of the Week, le classique où il y a une enquête par épisode, et en même temps, la conspiration. Faudrait que je regarde tout X-Files de A à Z aussi, parce que j'ai jamais vu. On en parlera, c'est le prochain projet de Ryan Coogler. Il sera pas réal ou scénariste de tous les épisodes, il va travailler sur certains épisodes, et j'espère que ça sortira cette année, mais c'est pas sûr parce qu'il n'y a pas encore de casting, il n'y a pas encore de tournage et tout, mais je pense que pour 27, ça le fera. Le box-office côté Disney, il faut en parler un petit peu parce que c'est le premier studio à faire 6 milliards cette année. C'est la première fois d'ailleurs qu'un studio fait ça depuis 2019. Et en 2019, bah, c'était Disney aussi. Donc Disney, il domine le box-office depuis des années et des années. Ils ont eu quelques moments de faiblesse, mais grosso modo, cette année était gigantesque pour eux. Entre Lilo & Stitch, Avatar, énorme succès. Zootopie 2 qui va se rapprocher des 1,5
milliards. C'est devenu le plus grand succès de l'histoire de Disney Animation en dépassant La Reine des Neiges 2. Donc ça cartonne et ça cartonne. Disney, c'est leur année. Ça fait des stats de fou. Rendez-vous compte, ça fait depuis 2019 qui était quand même une année glorieuse. 2019, c'est l'année où il y a le plus de films qui ont dépassé le milliard de l'histoire du box-office. Donc c'était une année incroyable. Et là, ils se sont un peu rapprochés de cette année-là parce qu'ils ont fait 6 milliards, ce qui est quand même un score pas battu depuis 6 ans, quoi. C'est quand même très très fort. Et en termes d'Avatar, vous le savez, c'est maintenant la plus grande trilogie de l'histoire du box-office. Ça a dépassé les 6 milliards. Aucune trilogie n'a fait ça de l'histoire. Le milliard a été atteint là ce week-end en 15 jours. Il y a une petite baisse aux États-Unis de même pas à 20%, donc c'est excellent. Le premier réalisateur de l'histoire à faire 4 films d'affilée qui ont fait 1 milliard de dollars. Zoé Saldana qui repasse top 1 box-office de l'histoire du cinéma. Le budget marketing était de 150 millions. Le budget du film était de 400 millions minimum, donc c'est pas rentable pour l'instant parce qu'il faudrait qu'il fasse encore plus d'argent, mais apparemment le film va s'arrêter à 1.5, 1.6 voire 1.7 milliards. Il va peut-être pas taper les 2 milliards, mais ça serait déjà un énorme exploit parce qu'en général le troisième d'une trilogie est le plus faible, c'est pas toujours le cas, mais en général, et surtout dans la circonstance et le monde dans lequel on vit maintenant par rapport au cinéma, surtout aux États-Unis. Bah oui, c'est bien de faire 1.7 milliard, c'est un truc de fou. Il n'y a que la Chine qui peut se permettre des scores de malade avec genre Neja 2 qui fait 2 milliards et quelques. Mais pour l'instant, c'est vrai que Avatar s'en sort bien, mais moins bien que les deux précédents. Mais c'était impossible de faire aussi bien que les précédents. Peut-être, si ça se passe bien, que le bouche-oreille est excellent, ça pourrait aller chercher les 1.7. Mais les 2 milliards restent compliqués. Cependant, never bet against James Cameron parce que c'est Big Jim et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Côté Warner, c'est Oceans, vous savez, le projet qui est toujours prévu avec Brad Pitt, Don Cheadle, Matt Damon, Julia Roberts. George Clooney a récemment confirmé que les acteurs seront de retour et que le concept du film sera une casse, comme d'habitude, mais avec eux vieux et les difficultés à être vieux tout en exécutant ce genre de casse. À voir ce que ça va donner, mais sans Soderbergh, moi j'ai du mal, ça m'intéresse beaucoup moins. J'ai envie de rester optimiste, mais ça me semble un peu compliqué de ce point de vue-là. Mais on croise les doigts. Industry saison 4 sort évidemment la semaine prochaine, le 11 janvier. La bande-annonce a été révélée, ça a l'air génial. Franchement, cette bande-annonce m'a grave donné envie. Ça a l'air top, ça a l'air divertissant. J'adore Industry. Si vous n'avez pas vu Industry, regardez Industry. C'est une super série HBO, vous allez adorer. Et si on parle de série HBO, c'est la saison 3 de The Last of Us qui a changé son casting. C'est Danny Ramirez qui ne pourra plus jouer donc le frère de Joel Miller, qui était donc interprété par Pedro Pascal. Il sera remplacé car l'acteur est occupé sur plein de projets différents. Un remake de Scarface, le projet justement avec Pedro Pascal de Todd Haynes, vous savez, celui que Joaquin Phoenix avait quitté il y a quelques années. Avengers, etc. Donc le mec est super occupé et c'est pas possible en termes de planning pour The Last of Us saison 3. Donc on imagine que le tournage de The Last of Us saison 3 devrait bientôt commencer, mais il sera remplacé. En termes de jeux vidéo, il faut savoir que Vince Zampella de Call of Duty nous a quittés. Il est décédé récemment, il avait bossé donc pour Infinity Ward, pour Respawn. Il bossait maintenant en tant que chef de Battlefield, d'ailleurs, à cause d'un accident de voiture. Donc une pensée à lui, sa famille et évidemment ses amis. 007 First Light a été décalé, il devait sortir en mars, il a été décalé à mai 2026. Bon, pourquoi pas, moi je pense que c'est bien de prendre son temps pour sortir un meilleur jeu et ce jeu me donne grave envie, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je peux attendre. Good Old Games, que vous connaissez sûrement sous le nom de GOG, n'appartient plus du tout à CD Projekt Red. En effet, c'est un cofondateur, Kizinski, qui a racheté Good Old Games à CD Projekt. Rien ne va changer pour vous, consommateurs, mais c'était un moyen pour CD Projekt de se débarrasser de GOG qui n'est pas très performant en termes de vente et des choses comme ça comparé au reste. Et donc pour les investisseurs, c'est mieux afin de les motiver. Et pour Kizinski qui est un fan de ce concept-là, donc pouvoir jouer à des vieux jeux sans DRM, faire de la rétrocompatibilité sur ce genre de jeu, c'est intéressant. Donc pour les fans de GOG, rien ne va changer. Concernant CD Projekt Red, il y a plein de rumeurs évidemment. Apparemment Cyberpunk 2 sortir en 2030, ce qui me semble normal. Je veux dire, si The Witcher 4 sort en 2027 et qu'ils veulent sortir un Witcher tous les 2 ans, donc 29, ensuite Cyberpunk 30, puis 31, puis je sais pas, peut-être ils vont décaler, j'en sais rien, mais ça me semble pas choquant de voir le prochain Cyberpunk en 2030, ce qui serait quand même 10 ans après le premier, donc ça c'est un peu choquant, j'avoue, mais c'est des projets qui s'étendent, ils vont faire plein d'équipes différentes, dans plein de pays différents, là c'est des projets, ils vont faire Cyberpunk côté Boston, ça sera plus forcément en Pologne, donc c'est une boîte qui grandit et ils vont faire plusieurs jeux plus rapidement qu'avant. The Witcher tous les 2 ans, ça me semble un peu fou, donc ça sera à chaque fois des Witcher 4.5, 4.6 si vous voulez, mais il y a aussi une rumeur qu'un DLC de Witcher 3 sortirait cet été pour faire justement la passation entre The Witcher 3 et The Witcher 4.
à voir ce que ça va donner. Je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si... Enfin, ça va marcher, hein, c'est sûr, mais je sais pas si j'ai envie de me remettre dans The Witcher 3 pour une extension, à voir. Mais en tout cas, je soutiens CD Projekt, ils déchirent et ils font que des putains de jeux. Donc je serai patient et j'attendrai pour jouer à leur jeu. Nous avons le prix des cartes graphiques qui explose avec évidemment les 5090 qui dépassent dans certains cas les 5000 €. Vous savez, hein, la RAM, les SSD, les cartes graphiques, tout explose à cause de l'intelligence artificielle. Tous les gros fournisseurs se concentrent sur l'IA parce que ça rapporte plus d'argent que les consommateurs qui jouent aux jeux vidéo. Donc les prix explosent et flambent de partout. Ça va impacter tout le monde, hein, que ce soit les joueurs consoles, que ce soit les joueurs PC, les gens qui achètent des PC portables, les gens qui achètent n'importe quelle console ou appareil informatique sera impacté par le prix de la RAM, par le prix des cartes graphiques. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. C'est l'IA qui pousse justement à cette explosion des prix. Nous avons la liste des jeux les plus vendus sur Steam entre évidemment les nouvelles ventes et les anciennes. C'est-à-dire que nous avons ici la liste des jeux les plus vendus, peu importe leur année de sortie. PUBG, Ark Raiders, Marvel Rivals, Dota 2, Schedule 1, Call of Duty, Battlefield 6... Kingdom Come, c'est super bien vendu, je m'attendais pas à le revoir ici. Je pensais pas qu'il avait autant cartonné parce que la majorité de cette liste, c'est grosso modo des free-to-play quoi. Apex, Counter-Strike 2, Monster Hunter Wild, il a cartonné aussi, Repo, ça a cartonné, Schedule 1, bref, c'est vraiment une belle surprise. Et concernant les jeux sortis cette année, ceux qui ont mieux marché, c'est FC26, Silksong, Night Train, le Elden Ring, Kingdom Come encore une fois, Battlefield 6, Borderlands 4, Civ, le nouveau Civilization évidemment, Monster Hunter, Dune Awakening aussi qui a bien marché visiblement, Ark Raiders, Oblivion, le remaster, remake comme vous voulez, et Schedule 1. Donc en termes de jeux vidéo, la liste est pas mal. Et concernant Avatar Frontiers of Pandora, que j'ai fait aussi, j'en parlerai bientôt en vidéo, je me suis fait tout le jeu et il me reste les DLC à faire que j'ai fait en stream, hein, pour ceux qui étaient là évidemment. C'était le meilleur pic du jeu vidéo, ils ont fait x4 leur pic précédent, parce que le jeu est sorti en 2023, donc beaucoup trop tard, parce que le film est sorti en 2022. De Feu et de Cendre a motivé plein de gens, dont moi, à acheter le jeu, à se le faire. Et oui, j'ai acheté le jeu de base, j'ai acheté les 2 DLC. Et c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Objectivement, c'est pas très bien, mais j'en parlerai bientôt, vous inquiétez pas. Mais oui, ça a atteint son pic de joueurs sur Steam avec 14 000, ce qui est pas énorme en soi. Mais les gens ont envie d'être sur Pandora. Il y a plein de gens qui réinstallent le jeu pour y jouer ou qui l'achètent tout simplement. En termes d'anecdotes, cette semaine, nous avons James Cameron qui a dit que son film préféré de tous les temps était Die Hard en termes d'action. En tout cas, et c'est compréhensible, Die Hard c'est d'une efficacité légendaire, donc je capte. Et il faut savoir que Luca Guadagnino a partagé sa liste des films préférés, et dans sa liste des films préférés l'année dernière, il y avait Minecraft. Je sais pas s'il troll, je pense que c'est une blague, mais oui, il avait choisi plein de films d'auteur, plein de films intéressants de 2025, qu'il a adoré et tout, mais il y avait Minecraft aussi. Voilà. Pour les sorties de la semaine, nous avons le Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch que j'ai envie de voir en salle, ça a l'air pas mal, hein. J'aime bien le cinéma de Jarmusch, ça dépend lesquels. Encore une fois, la semaine dernière, elles sont sorties Anaconda, qui a l'air catastrophique, je n'irai pas voir ça, désolé. Magellan, que j'irai voir, j'espère qu'il y aura encore des séances quand j'aurai le temps de le voir. Et un air de blues, Sang Blue, avec évidemment Hugh Jackman et Kate Hudson, qui a apparemment de bonnes critiques et s'en sort plutôt pas mal au box-office, mais je sais pas si j'irai le voir pour le coup. Voilà, c'était les actualités de la semaine, on reprend un rythme normal concernant les actus. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces actualités dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, maintenant toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi sur Spotify, Deezer, Apple. Suivez-moi sur TikTok, Instagram, Twitch, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.